Et oui, c'est l'heure de la presse, 7h30 depuis Jérusalem, avec Daniel Haïk. Daniel, une fois n'est pas coutume, nous allons ouvrir cette revue de presse avec vous par un événement sportif. Oui, et pour cause, Christophe, ce n'est pas tous les jours ni toutes les nuits qu'un basketteur israélien est sélectionné dans le draft de la NBA. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé la nuit dernière aux États-Unis. Il s'appelle Dani Avdija. Il a 19 ans et s'élève à 2,6 mètres de hauteur. Il s'est fait remarquer l'an dernier comme étant le meilleur joueur du championnat d'Europe des espoirs, des moins de 20 ans. Et depuis, son nom était inscrit dans les tablettes des meilleurs joueurs européens ou même des meilleurs joueurs potentiellement à inscrire dans le championnat du monde de basketball, la NBA. La nuit dernière, à 4h du matin, il a écrit une belle page d'histoire en devenant le premier Israélien à avoir été sélectionné parmi les 10 premiers rookies, les 10 premiers nouveaux joueurs de ce championnat de la NBA. Et ce sont les Washington Wizards qui l'ont choisi. Et cette nouvelle, qui fait depuis ce matin la une de tous les sites d'information israéliens, semble mettre du baume au cœur des Israéliens qui n'ont pas vraiment beaucoup d'occasion de se réjouir ces derniers temps. Mais après avoir mentionné l'arrivée prochaine et sportive d'un Israélien à Washington, eh bien, il faut souligner ce matin l'arrivée en Israël d'un des pivots, si l'on peut dire, du pouvoir à Washington. En effet, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, certainement jaloux de la cote de popularité du jeune basketteur israélien, a décidé lui aussi d'écrire une page d'histoire israélienne en devenant aujourd'hui le premier secrétaire d'État américain à visiter une implantation juive en Judée-Samarie. L'oncle Mike, comme l'indiquent certains des quotidiens, a choisi Psagot, une localité de la région de Binyamin, au nord de Jérusalem, pour se rendre aujourd'hui, donc, pour la première fois dans une localité de Judée-Samarie. Un choix qui n'est pas anodin. Psagot possède un vignoble d'excellente qualité, dit-on, qui a décidé de produire un vin qui portera le nom du secrétaire d'État américain. Alors Pompeo ira ce matin trinquer avec les habitants de Psagot au développement des implantations. Pour une partie des commentateurs israéliens qui se penchent sur cette visite, elle s'inscrit dans la suite logique de la politique très favorable menée au cours des 4 dernières années par l'administration Trump envers Israël. Il y a un an, Mike Pompeo reconnaissait que les implantations n'étaient pas illégales, et alors qu'à Paris, on continue à les considérer comme l'obstacle au processus de paix avec les Palestiniens, eh bien à Washington, le secrétaire d'État américain avait même affirmé que ces localités allaient conduire vers la paix. Alors tout à l'heure, à Psagot, on célébrera le geste américain avec toutefois le regret peut-être de savoir qu'il s'agit d'une fin de parcours pour cette administration Trump si clémente envers le courant nationaliste en Israël. Mais Mike Pompeo n'était pas le seul. Hier à Jérusalem, il a pu y rejoindre le chef de la diplomatie bahreïnie Abdel Latif El-Ziyani, qui lui aussi a écrit sa petite page d'histoire en étant le premier officiel bahreïni à effectuer une visite officielle dans l'État hébreu. Une visite qu'il a ponctuée de messages chaleureux et de vœux de réussite. La paix profitera à nos deux peuples, a-t-il déclaré. Et le sentiment qui domine après ce passage est clair, et que cette normalisation est irrémédiablement en route et dans une multitude de secteurs sécuritaires, scientifiques, économiques, agricoles et même culturels. Et pour Mike Pompeo, témoin et parrain de ce rapprochement, eh bien, les accords d'Abraham sont, je cite, l'expression de l'affaiblissement de l'Iran. L'Iran qui tente de comprendre pourquoi, contrairement à leur habitude, les Israéliens ont ouvertement revendiqué hier les derniers raids aériens contre des positions pro-iraniennes en Syrie. Pour Yoav Limor, le spécialiste du dossier sécuritaire dans le Israël-Hayom, le message est clair. Il s'adresse avant tout à l'administration Biden. Attention, semble vouloir dire les Israéliens, même sous l'ère Biden, nous ferons tout pour empêcher Téhéran de s'implanter en Syrie à proximité de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan, un plateau sur lequel d'ailleurs Mike Pompeo doit aussi se rendre aujourd'hui. Le droit de manifester est un droit suprême dans une démocratie. Ce principe a été dit et répété des dizaines de fois au cours des derniers mois en Israël, entre autres par les manifestants anti-Netanyahou déployés chaque samedi soir devant la résidence du Premier ministre rue Balfour à Jérusalem. Mais ce droit semble remis en cause lorsque ce sont les supporters de Netanyahou qui l'utilisent. Il faut dire que ceux-ci n'y sont pas allés hier par le dos de la cuillère. Ils ont manifesté leur soutien au Premier ministre à Césarée, près de la villa de Binyamin Netanyahou, mais en protestant contre la famille qui chaque samedi accueille les anti-Bibi, la famille Farkash. Or, il s'avère que la famille Farkash a payé le plus lourd tribut pour la défense d'Israël en perdant un fils, le commandant Tom Farkash, lors de la Seconde Guerre du Liban en 2006. Alors oui,
Le droit de manifester est un droit sacré, mais certainement pas celui de lancer à une famille endeuillée « Votre fils doit se retourner dans sa tombe » ou encore « Un seul, cela ne vous a pas suffi ou ne vous suffit pas ». Le Yediot Aharonot parle de manifestation de la honte hier à Césarée, et la honte est également l'intitulé de l'éditorial d'Amichai Attali, journaliste d'origine française d'ailleurs, qui est lui aussi frère endeuillé puisque son frère a été assassiné il y a bien longtemps dans les ruelles de la vieille ville de Jérusalem par des terroristes palestiniens. Dans le monde des bibistes, écrit-il ce matin en première page du Yediot Aharonot, tout est permis. Et il n'y a plus de respect pour rien, à l'exception bien entendu du leader suprême. Et même dans le Israël Hayom d'ordinaire très pro-Netanyahou, on s'indigne de ces slogans entendus hier à Césarée. Ce n'était pas une manifestation, mais uniquement une expression de haine et de clivage, écrit Ophir Dayan ce matin dans son éditorial. Mais les dérives sont des deux côtés. Puisque nous parlons de haine, les sites d'information se font ce matin l'écho d'une comparaison plutôt effrayante faite ou dressée ce matin par des responsables. Un manifestant anti-Bibi qui a dressé une comparaison entre Adolf Hitler et le Premier ministre israélien. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, ce militant, Sadi Ben Chetrit, l'un des leaders du mouvement Crime Minister, prend la parole dans une manifestation à Rosh Haïn et déclare en s'adressant à Netanyahou: dans les années 30 en Allemagne, il y avait un dictateur qui s'est comporté exactement comme toi, Bibi. Il a divisé, incité à la haine, détruit le Parlement et les tribunaux, exactement comme tu le fais. Le président de la coalition gouvernementale, le député Likoud Miki Zohar, a émis l'espoir que la police allait poursuivre Sadi Ben Chetrit pour incitation grave à la haine. Et ce matin, Daniel, celui qui ouvre les deux principaux quotidiens israéliens, a la surprise de découvrir exactement la même première page. Oui, effectivement, sur cette page, une photo, portrait de Binyamin Netanyahou et un appel pressant dirigé vers le Premier ministre. Bibi rouvre dès aujourd'hui les centres commerciaux. Il s'agit en fait d'un appel publicitaire, d'un encart publicitaire, le même qui précède la première page des deux grands quotidiens, Yediot et Israël Hayom, et qui prouve que si le Forum des centres commerciaux a des moyens, eh bien, il les investit dans l'espoir de faire fléchir le gouvernement et de le convaincre de rouvrir ces centres commerciaux qui sont maintenant fermés depuis plus de 2 mois en raison de l'épidémie. C'est la fin de cette revue de la presse.